Et c'est vrai qu'il y a une association souvent qui est faite de se dire, bah, si mon projet est sur GitHub, c'est un projet open source. Et en fait, c'est assez faux. On n'acquiert pas que de la compétence technique pure directement à contribuer sur l'open source parce que bah, on travaille avec des humains. Il y a quand même pas mal de gens qui sont motivés. Comment je fais ma première contribution? Où je trouve le projet? C'est parce que les personnes ne sont pas forcément sur la même fuseau horaire. Moi, ça m'est arrivé de travailler à des moments avec des gens qui étaient chacun sur leur continent avec des horaires différents et des cultures aussi différentes. Donc c'est vrai que c'est ça qui est assez intéressant. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Jérôme Grignon pour parler d'un sujet dont on entend souvent parler dans l'IT, mais qui peut toujours rester un peu mystérieux, c'est tout ce qui touche l'open source. Alors, on va en parler dans cette discussion. Jérôme, tu as une grosse expérience du coup dans l'open source. Tu as été contributeur et mainteneur, d'ailleurs tu l'es encore, sur beaucoup de projets. J'ai hâte qu'on ait cet échange. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de toi ? Oui, donc je m'appelle Jérôme, je suis développeur, principalement développeur front-end. Ça fait 6 ans, puisque j'ai fait une reconversion, j'ai eu d'autres carrières avant, et donc depuis 6 ans, voilà, à la fois du coup ce rôle de développeur et très rapidement finalement aussi ce rôle de contributeur et de mainteneur de projets open source. On entend souvent parler d'open source et souvent j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de confusion entre open source et gratuit parce que les deux sont pas nécessairement liés. Est-ce qu'en quelques mots tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'open source en fait ? Oui, c'est vrai qu'il y a plein de confusions au niveau de l'open source. Déjà, une des premières confusions, parce que les projets en eux-mêmes, c'est vrai qu'on peut les voir sur différentes plateformes. La plus connue, c'est GitHub. Et c'est vrai qu'il y a une association souvent qui est faite de se dire, bah, si mon projet est sur GitHub, c'est un projet open source. Et en fait, c'est assez faux. GitHub fait de la promotion sur l'open source, permet pas mal de choses avec ça, et puis ça permet de les faire connaître. Ça reste une entreprise, hein. Derrière, il y a des enjeux, parce que il y a toute une solution entreprise qui est proposée de manière payante. Mais en tout cas, bah, c'est vrai que c'est la plateforme aujourd'hui plébiscitée par les projets open source. Ils ont des très bons guides d'ailleurs sur comment réaliser des projets open source, comment maintenir un projet open source. Mais GitHub en soi n'est pas une plateforme par défaut de projet open source. Sauf que c'est vrai que bah souvent les premières expériences qu'on a et dès les études, c'est que GitHub du coup nous est proposé comme pour aller mettre nos projets, qu'on soit tout seul, qu'on fasse des projets en groupe pendant les études. Et puis ces projets sont là et ces projets sont publics. Or, finalement, bah, déjà, un projet qui est public, ça le rend pas open source et tous les projets finalement open source ne sont pas publics. Il faut savoir en fait que dans les conditions d'utilisation de GitHub, finalement sur les projets publics en tout cas, on a 2 droits. On a le droit de les lire, c'est ce qui les rend public et on peut accéder du coup à tout le code source, et on a le droit de les forker. Et en fait, les droits s'arrêtent là. Le reste des droits, en fait, c'est vraiment les droits réservés à ceux qui ont créé les projets, mais parce qu'un projet est public sur GitHub, on n'a pas le droit juste de le copier et de dire idéal, et d'en faire ce qu'on veut, de le modifier, toutes les règles qu'on a sur l'open source, en fait. L'idée de l'open source, alors, ce qui va, en fait, il y a le déclencheur qui fait que notre projet qui est sur GitHub, il va devenir open source, il va suffire d'un seul fichier, en fait, ce qu'on appelle une licence open source. Une licence open source, c'est une licence qui définit les règles d'utilisation du projet. Alors des fois c'est très très résumé, hein. La plus connue c'est la licence MIT qui est très très résumée, hein. Elle met pas tous les éléments, mais en fait toutes ces licences se basent sur un ensemble de 10 règles qui permettent de régir l'open source. Et en rajoutant cette licence, notre projet maintenant est open source. Alors on peut pas utiliser n'importe quelle licence, ces licences, ce qu'on appelle open source, c'est les licences qui sont approuvées par l'OSI. L'OSI, c'est l'Open Source Initiative, et c'est une organisation du coup qui régit un peu l'open source. Alors c'est pas non plus grand Manitou, c'est-à-dire qu'il faut pas aller devant eux pour avoir besoin de dire tiens mon projet est-ce qu'il peut être open source. C'est plutôt du coup une organisation qui essaie d'accompagner, de promouvoir l'open source, de définir quelques règles aussi, comme le fait de dire est-ce que cette licence est open source ou pas. Mais c'est vraiment ce fichier en fait qui va déterminer si un projet est open source ou pas. Je te remercie pour ces précisions. Je pense que maintenant c'est un peu plus clair parce qu'effectivement on peut souvent faire cette confusion. Quand on pense à open source, et là c'est avec mon prisme de développeur, on pense souvent à une contribution technique, donc en écrivant du code ou en faisant ce genre d'interaction. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le seul moyen de contribuer à un projet open source ? Est-ce que c'est uniquement réservé à des profils développeurs ou comment est-ce qu'on pourrait faire au final pour pouvoir contribuer sur ces différents projets ? Alors c'est vrai, en fait, il faut savoir que l'open source et cette open source initiative, c'est né en fait du logiciel libre. Donc il y a aussi, on parle de logiciel libre. Le logiciel libre, en fait, ce serait la version la plus libre
de ce qu'on peut avoir aujourd'hui en termes de logiciels. C'est ce qui est né au début dans l'idée. Alors, ils ont 4 piliers, ils ont 4 règles. Alors, je les connais plus par cœur, mais c'est vraiment c'est celle qu'on retrouve le plus facilement dans la licence la plus connue MIT dont je parlais, où vraiment l'idée c'est de libérer le logiciel en disant que tout le monde peut récupérer ton projet, tout le monde peut le modifier, et on peut même le republier et même le commercialiser derrière. Donc c'est vraiment une ouverture complète. Et en fait, c'est vrai que l'open source est arrivé derrière cette initiative pour cadrer un peu, parce que c'est vrai que pour les entreprises ça faisait un peu peur aussi, se dire que finalement il y a un projet comme ça, mais il vit comment ce projet-là? Et puis qu'est-ce qu'il y a un petit peu sous le capot? Et en fait il y a 10 règles en tout, c'est-à-dire qu'il y a 6 règles supplémentaires avec l'open source qui permettent de régir pas mal de choses. L'idée quand même en soi, c'est de se dire que un projet open source, c'est un projet finalement communautaire sur lequel du coup on va pouvoir venir contribuer, venir faire des modifications. Et même si c'est né justement, c'est pour ça que je parle du logiciel, même si c'est né du logiciel, aujourd'hui en fait il y a des projets qui suivent cette mouvance open source, mais finalement pour lequel les fichiers qui constituent sa source, c'est pas du code. En fait, c'est vraiment pour servir de cette philosophie-là, servir du côté versionning de Git pour des projets communautaires. Comme exemple, on a en projet français, on a Conférence Agenda d'Aurélie Vache, qui est un README du coup, qui liste plein d'événements qui se passent au début en France, aujourd'hui dans le monde entier, et en particulier quand ont lieu ce qu'on appelle les CFP, les Call for Papers, les périodes pendant lesquelles les organisateurs de conférences ouvrent propositions de talk, quand les gens peuvent proposer des talks avant de les sélectionner. Et du coup, c'était juste un fichier README. On a le cas avec le projet Awesome, qui est décliné en Awesome JavaScript, Awesome Python, qui sont des listes de ressources. Ça peut être un lien vers un cours, un lien vers un article, un lien vers n'importe quoi. Et ce projet Awesome, c'est un des projets les plus connus finalement sur GitHub. C'est un projet qui a 300 000 stars. Si on regarde la typologie du projet, on peut avoir des projets en effet où il y a même pas de code. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être bon sur une technologie en particulier. On a Awesome quelque part qui quand même dirige, c'est-à-dire qui c'est des ressources sur un type de technologie, mais on a Conférence Agenda où finalement s'il manque dedans un événement qui va arriver sur Python et qu'on fait pas de Python, on peut quand même contribuer. Donc ça c'est la séparation avec les projets qui du coup ne sont pas du code. Et puis sur le fait de est-ce que je dois faire du technique, est-ce que je dois savoir coder pour contribuer à un projet, même pour un projet en lui-même, il y a toute une partie où c'est pas du code directement. L'exemple le plus concret, c'est la documentation. Et c'est vrai que la documentation, va demander à aller comprendre le code, mais on n'a pas besoin d'avoir l'expertise nécessaire à la rédaction du code en lui-même. Aujourd'hui, sur la documentation réelle ou via des articles, on peut, de manière quand même assez facilitée, créer des articles sur une technologie sans forcément être capable de reproduire la technologie à partir de zéro. Si on prend des frameworks qui soient front-end, qui soient back-end, on peut écrire un article sans être capable de recoder à partir de zéro le framework. Ou même un petit peu d'aller lire le code qu'il y a dessous sans forcément le comprendre complètement. Et la documentation, elle est sur l'API publique. Elle n'est pas du coup sur tout ce qu'il y a derrière, sous le capot. Il y a possibilité de contribuer. Moi, ça a été l'occasion, par exemple, ma plus grosse contribution de documentation, c'était sur Scully. Scully, c'est un projet maintenant qui est plus maintenu, mais c'est un projet de génération statique d'applications Angular. Donc c'est une librairie qui permet de générer en fait des applications statiques avec Angular. Aujourd'hui, on a plus besoin parce qu'on a des choses du coup plus récentes qui permettent de faire ça, mais c'est un projet qui a vécu, qui a une belle histoire. Et je l'ai découvert quand il était encore en alpha. Et en fait, j'ai repris toute la documentation et j'ai refait de la correction de toute la documentation comme ça. Il y a moyen d'aller comme ça sur des projets sans forcément se dire il faut que je fasse du code. Et non seulement il n'y a pas besoin de se dire qu'il faut que ce soit forcément du code pour que ce soit une contribution, mais il n'y a pas forcément besoin que ce soit qu'il y ait un commit derrière, qu'il y ait une paire derrière pour que ce soit une contribution. Une contribution, en fait, c'est quoi? C'est finalement aider à la maintenance d'un projet ou aider à sa promotion. Faire un article qui fait la promotion sur un projet open source, c'est l'aider. Là, on est dans le cadre où, avec ce podcast, on est dans une démarche où on va promouvoir des choses, on va parler de choses et on développe des compétences supplémentaires. C'est-à-dire que là, le fait de choisir la plateforme de podcast, d'aller faire l'édition derrière, ça fait développer des compétences qu'on n'a pas en tant que développeur. Et un projet open source, il a besoin de ça aussi. Il a besoin de se faire du marketing derrière. Parce que sinon, en fait, c'est des projets qu'on va pas connaître. C'est facile quand c'est porté déjà par quelqu'un qui a une communauté, qui est assez connue. Mais des fois, il y a des projets très très bien, finalement, qui sont à peine connus. Il y en a même des fois qui décollent parce que tout d'un coup, il y a quelqu'un de connu qui découvre un projet
Et puis le gars, ça faisait des semaines, des mois qu'il avait c'est deux trois potes qui avaient mis un like sur son projet, et tout d'un coup il en a des milliers et des milliers parce que ça se fait connaître. Il y a ce côté-là qui est très important parce que on peut aller contribuer sans forcément avoir cette casquette de codeur quelque part, d'aller vraiment dans le code. Je sais plus quel projet c'était. Et on avait eu le cas comme ça. Alors j'ai plus le nom de celui qui anime cette chaîne YouTube, la chaîne Fireship. Qui est assez connue dans la communauté, en particulier, alors à l'origine communauté Angular, mais maintenant du coup c'est vrai qu'il fait pas mal de choses. Il avait parlé comme ça un jour d'un projet, et du coup le projet a complètement décollé. C'est quelqu'un aujourd'hui sur n'importe quelle vidéo, il fait en quelques jours des centaines de milliers de vues. Et il le mérite, hein, c'est tout un travail qu'il fait. Mais qui fait que du coup il a ce pouvoir d'influence. Et ce pouvoir d'influence qu'on voit un petit peu partout. Même en sortant du code, alors Marquez, j'ai plus son nom, quelqu'un qui est très connu dans les tech reviews, au-delà du code, hein, tester un téléphone, tester n'importe quoi, et qui aujourd'hui est considéré comme ayant un très gros impact sur la vie d'un projet. Il avait fait la review d'une voiture avec tout le système électronique qu'il y a dedans, et en fait, a priori, sa revue négative aurait fait chuter vraiment la bourse de manière énorme sur l'entreprise qui produit cette voiture. Et même récemment, il l'a fait sur une sorte de petit, une entreprise qui a sorti un petit gadget que tu mets, que tu te mets là, hein, qui fait à la fois caméra, qui fait reconnaissance tactile. L'idée, c'est de se dire, ça va un peu plus loin que le côté déjà l'interface qu'on avait avec une montre connectée qui se connecte avec ton téléphone, et du coup, t'as des informations dessus. Et puis là, ça allait encore plus loin. Du coup, avec ça, tu peux du coup demander des trucs à l'oral, et c'est un petit peu ton Google Home portatif, quoi. Et finalement en fait qui pour beaucoup de situations marchaient pas, ils se sont fait complètement descendre. Aujourd'hui on connaît plus le projet à cause de cette review que le projet à l'origine. Mais c'est pour ça que non, le côté marketing et le côté création d'articles, en fait c'est des contributions directes. Alors, des fois ça peut paraître un peu moins valorisant que de se dire, c'est vrai qu'il y a souvent le côté finalement le côté ultime de contribution, c'est de dire j'ai fait un commit, j'ai fait une PR, et puis je suis en liste des contributeurs. Mais du coup il y a plein d'autres choses à côté, donc il y a le côté où on sort vraiment, où on n'est même pas lié au projet sur GitHub. Alors, sur GitLab aussi, hein, sur GitLab sur d'autres plateformes on a des projets open source, mais c'est vrai que c'est GitHub dont on peut le plus parler. Mais il y a ça, et puis même si on va sur GitHub, moi ça m'arrive de temps en temps sur des projets que je connais, où je traîne un peu parce que j'aime bien voir l'actualité, des fois d'aller dans les issues ou dans les PR, et alors dans les issues, et d'aller essayer d'aider les mainteneurs. Donc les PR, c'est faire une petite review rapide, donc mettre quelques commentaires. Pareil dans les issues. Parce que c'est vrai que les issues, l'objectif normalement en général d'une issue, c'est de permettre du coup de suivre ce qu'on a besoin comment formuler ça exactement. L'objectif des issues, c'est très lié au code. L'objectif, c'est de se dire, tiens, il y a un bug où on veut développer. Il y a deux typologies. En général, c'est je veux déclarer un bug ou je veux demander l'ajout d'une nouvelle fonctionnalité. Mais c'est vrai que c'est souvent utilisé aussi des fois pour du support, et la majorité des questions de support, c'est pas parce que, alors c'est que les gens ont une problématique, mais la problématique c'est pas parce que c'est un bug, c'est parce que les gens savent pas utiliser du coup correctement, et qui fait que dessus, c'est typiquement le genre de choses d'issue où n'importe qui a un peu de connaissance avec le framework, avec la librairie, peut aller contribuer en répondant, et qui fait que quand le mainteneur il trouve du temps pour aller répondre, il y a déjà une réponse, il a pas besoin d'investir du temps. Parce que c'est une des grosses problématiques des projets open source, c'est qu'on a un gros effet entonnoir en fait. On a énormément de consommateurs du projet, et on a très peu de contributeurs et encore moins de mainteneurs. Et qui fait que c'est l'effet entonnoir où il y a plein de sollicitations qui arrivent, et puis on a un temps disponible de la part des mainteneurs qui est beaucoup plus faible. Donc c'est compliqué à ce niveau-là. C'est compliqué pourquoi ? Parce que finalement, la majorité des projets open source, c'est réalisé et c'est maintenu sur le temps libre des personnes. Donc il fait que ça vient en concurrence avec tout le temps personnel, toutes les activités, la vie de famille et tout le reste, et qui fait que des fois c'est des vraies problématiques pour des projets open source. Des projets open source,
qui peuvent mourir à cause de ça, parce que les gens en ont marre et ils arrêtent. Un exemple de projet qui s'est arrêté justement avec la problématique de disponibilité d'un mainteneur donc sur son temps personnel, c'est Faker. Faker, l'objectif, c'est une librairie qui, comme ça, paraît faire pas grand-chose, en tout cas avoir une unité assez limitée pour un produit, pour une application. C'est quoi? C'est que c'est une librairie qui propose des fonctions qui font du random sur différents types de données. Du random sur des noms, sur des villes, sur autant de données qu'on peut imaginer. Alors c'est quelque chose qu'on va pas utiliser en production. C'est l'objectif. C'est assez rare qu'on mette des valeurs random en production. On peut avoir quelques cas, mais c'est ça. Mais là où c'est super pratique, c'est quand on va avoir des jeux de données, quand on va avoir des mocks pour des tests. Et donc, finalement, le projet est assez simple. C'est plein de petites fonctions utilitaires qui exposent une liste de données, et sur cette liste, on fait un random. Alors, on peut paramétrer, on peut faire pas mal de petits réglages pour affiner ça. Donc, soit c'est super simple. Son succès, c'est que sa simplicité fait que on n'a pas à tout redévelopper nous-mêmes, et puis on a ça. C'est un projet qui est énormément utilisé dans énormément d'applications, et qui fait que au début on a des randoms sur 2-3 valeurs, et puis on va avoir un peu plus, et puis on va avoir aujourd'hui on a sur des chevaux, demain on va avoir sur des chameaux, et puis on multiplie. Et donc, le problème, c'est que le mainteneur a de plus en plus de travail de maintenance derrière. Et c'est, comme je disais, c'est pas quelque chose qu'on trouve en production. Donc, si déjà le financement des projets open source c'est une vraie complexité, puisque c'est vrai qu'on est dans un écosystème aujourd'hui où quasiment tout est gratuit dès qu'on veut créer une application, en tout cas sur vraiment le corps de nos applications. En plus, quand on est sur une librairie qui est pas utile en production, c'est déjà compliqué des fois pour certains projets de dire on va mettre des tests, alors qu'en plus il faudrait dire non seulement on peut pas mettre des tests, mais en plus il faudrait payer pour avoir une librairie pour faire des tests. Et donc en fait le mainteneur au bout d'un moment en avait marre, parce que en fait c'est ça, en fait il y a plein de sollicitations, donc ça il y a cet effet entonnoir, et en plus il y avait pas de reconnaissance ou de contrepartie sur laquelle ils pouvaient du coup trouver de la motivation, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on commence à être surchargé, que justement ça vient en concurrence avec d'autres choses, entre passer 2 heures à regarder un film avec du coup sa compagne, son compagnon, plutôt que rajouter une liste de chameaux. Voilà, c'est donc voilà, surtout que je pense qu'il avait atteint, on pourrait dire ouais tu le fais pour la gloire, c'est sympa. Je pense qu'il avait atteint quelque part aussi un plafond de verre à ce niveau-là, où le projet était déjà suffisamment connu. On peut voir cette motivation, on se dit tiens, les gens ils apprécient, ils voient le truc, mais au bout d'un moment du coup je pense qu'il avait atteint ce plafond de verre. Donc en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a piraté son projet. Il a fait une release d'une version du coup complètement corrompue, qui fait que il y a eu des milliers, je sais pas combien de projets, mais des milliers de projets qui ont arrêté de fonctionner. Du coup, du coup la dernière version il date il y a 2 ans, il y a quand même aujourd'hui encore 2 millions de téléchargements par semaine. Donc après on peut en venir justement sur comment mesurer le succès d'un projet open source. Donc c'est vrai que si on a des projets open source qui sont publiquement disponibles sur un registry comme NPM ou comme d'autres, c'est vrai qu'on voit le nombre de téléchargements. Donc après, il faut faire attention, c'est pour ça que je bascule un peu dessus, c'est que si on a des CI, c'est des CI qui tournent toutes les PR, en fait, il suffit que un projet fasse 10 PR dans la journée, c'est comme s'il avait téléchargé 10 fois le projet, alors sauf s'il y a un peu de cache derrière, mais en fait, on peut avoir... faut pas se dire que là, sur 2 millions de téléchargements par semaine, c'est 2 millions d'utilisateurs. En général, c'est assez fou. Et donc on a ça qui peut aider. Donc si on est disponible sur un registry, on a les GitHub stars, donc qui sont une sorte de like qu'on va mettre sur un projet, qui
qui encore une fois dépendent de la façon à faire le marketing d'un projet. C'est vrai que ça va monter très rapidement si on a un beau marketing dessus. Sinon, c'est quelque chose qui peut prendre du temps et qui dépend finalement d'une utilité publique qui est pas forcément celle de l'utilité en production. Je prends l'exemple du projet Awesome, on est à 300 000. C'est un beau projet, mais c'est vrai que du coup, c'est une utilité qui est sur un niveau différent qu'une librairie ou un framework qu'on va utiliser en production. Donc c'est vrai que c'est quelque chose où c'est compliqué au niveau des stars de comparer entre deux projets parce que c'est vrai que l'intérêt est différent. Mais et puis le projet, ce qui est important, et je pense c'est sur des bonnes pratiques en tant que mainteneur, c'est aujourd'hui il y a quelqu'un qui dit tiens, je vais être mainteneur d'un projet open source. Quelle bonne pratique on peut avoir, on pourra en parler d'autres, mais en tout cas une qui me vient à l'esprit justement, c'est qu'il faut faire attention, c'est que faut bien définir le scope du projet. On a l'aspect communautaire où les gens peuvent venir contribuer, proposer des idées. Faut pas faire du coup du projet un monstre en se disant quelqu'un est venu, il veut que je fasse quelque chose dessus, il faut que je fasse. Non, il faut pas qu'on arrive à quelque chose du coup qui commence à avoir du coup rajouter une cinquième patte à un cheval parce que quelqu'un a dit tiens s'il a une cinquième patte ça pourrait être cool visuellement. En fait, faut faire attention à ça et s'assurer que finalement le scope qu'on a prévu au projet il reste consistant. Quitte à dire non aux gens, faut pas hésiter à dire non. Quelqu'un qui vient vous demander quelque chose en disant tiens on pourra ajouter au projet. Faut pas oublier que au final c'est vous le mainteneur. Donc s'il y a quelque chose qui va pas, c'est votre responsabilité de corriger aussi derrière. Ce qui veut dire que en fait et ça libère peut-être un peu le poids aussi des contributeurs, s'il y en a qui se posent des questions, mais si demain je viens faire une contribution sur un projet, j'ajoute une fonctionnalité, elle est rajoutée. Si demain la fonctionnalité pète, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la responsabilité du contributeur. Le contributeur, il a fait une contribution, on va pas le rappeler à 2h du matin pour faire coucou, il y a une librairie tierce dont tu dépends, qui a une vulnérabilité, il faudrait que tu mettes à jour du coup les dépendances du projet pour que ça marche. Donc non, c'est le mainteneur qui a cette responsabilité. Donc, il fait qu'à plein de niveaux, pour le maintenance d'un projet, faire attention aussi à la forme qui va donner, aux limites qu'il va avoir sur le projet. Ok, donc si je comprends bien, en fait, le mainteneur, alors même s'il va contribuer directement sur son projet, il va aussi avoir un rôle de chef d'orchestre et sa responsabilité, ça va aussi être en fait de porter la vision du projet pour s'assurer qu'il implémente les bons comportements, les bonnes fonctionnalités, pour que derrière, en fait, le projet aille sur les bons rails. J'imagine qu'à un moment, et c'est peut-être une situation à laquelle toi, tu as déjà été confronté, puisque tu es porteur, quand tu es mainteneur de la vision de ton projet, comment ça se passe pour passer le flambeau en fait, à quelqu'un et pour qu'il devienne lui aussi mainteneur de ce projet à ta place? Alors, en effet, c'est vrai qu'il y a énormément de projets qui sont créés où c'est quelqu'un tout seul qui a une idée dans son coin. Et qui fait que malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont morts. Des projets qui sont morts et qui ont deux problématiques. Alors, premièrement, c'est qu'ils sont morts. Et la problématique, c'est que là, on est toujours en train, parce que c'est l'objectif du podcast, de parler d'open source. Sauf que beaucoup de ces projets ne sont pas open source. Et le pire, c'est que certains mainteneurs pensent que leurs projets sont open source. Mais il y a cette problématique de licence open source. Et on en trouve, finalement assez facilement des projets comme ça qui sont disponibles sur NPM. Prendre une librairie, elle est disponible sur NPM. Le code est public sur GitHub, mais le projet en fait n'est pas open source. Alors, au niveau des droits, qu'est-ce qui se passe? C'est que, en effet, côté GitHub, on a les droits liés aux règles d'utilisation de GitHub, donc on peut regarder le projet, on peut le forker. Alors ça s'arrête là, on peut le forker, mais tu peux rien faire d'autre avec. Je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'histoires devant les tribunaux de projets GitHub qui ont été modifiés, mais potentiellement, s'il y a une logique business quelque part, il peut y avoir ce problème-là, même si, pour ce cas-là, je dirais autant avoir le projet privé plutôt que le projet public. Et puis, deuxième chose, c'est vrai qu'il pourrait donner l'impression que le projet est open source, c'est que, en fait, à partir du moment où on publie sur un registre public, en tout cas sur NPM, sur un registre public, son projet, ça le rend pas open source.
dans les règles d'utilisation d'NPM, comme il est public, tout le monde peut aller le récupérer, mais il n'est pas open source. À chaque fois, c'est l'histoire de règles d'utilisation des plateformes qu'on va utiliser. Et donc, ce qui se passe, c'est que non seulement il n'y a plus de mainteneurs, en général, en plus, dans ces situations-là, c'est assez compliqué de les contacter, quand il y a moyen de les contacter. Et comme le projet quelque part est à la fois visible, enfin son code source est visible, on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc en fait, si on voulait refaire quelque chose, il faudrait refaire à partir de zéro. Et qui est dommage à plein de niveaux, c'est que la force d'un projet open source, et ce qui peut motiver un projet open source, c'est même des fois pour une entreprise se dit tiens, j'ai ce morceau de code, il pourrait intéresser d'autres personnes, et si je l'open sourçais, il y a pas mal d'histoires comme ça, finalement, on dit je vais l'open sourcer. L'avantage de l'open sourcer, c'est qu'en fait, les requêtes qu'on va avoir de la communauté, de ceux qui l'utilisent, pour aller l'améliorer, peuvent nous servir aussi derrière. En fait, tout d'un coup, au lieu d'avoir un cas d'utilisation, on en a 10 000. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va couvrir les 10 000, parce que justement, faire attention au scope, mais on peut avoir du coup des cas plus intéressants. Moi, je suis mainteneur d'un projet qui s'appelle Edit in Place, qui est dans l'organisation Edgenit. C'est juste une brique technique qui permet de faire un switch entre la vue d'un champ de formulaire et juste un texte qui correspond à la valeur du formulaire. C'est un projet sur lequel j'ai quasiment aucune maintenance. Il est prévu il fonctionne bien. J'ai très très peu de requêtes. Et j'en ai eu une récemment. Donc ça c'est une petite librairie pour Angular. J'ai eu une demande récemment pour faire un support pour du SSR, parce qu'en effet, j'utilise des API du navigateur dans la librairie, et quand on est SSR, ça marche pas. Et du coup, là, j'ai ce nouveau cas, et qui était très intéressant, parce que c'est vrai que, en fait, le SSR, en particulier dans Angular, c'est pas quelque chose qu'on utilise encore très souvent. Et donc là, là, il y avait un vrai cas, et c'est vrai que dans beaucoup de librairies, je pense qu'on a ce cas-là, où des fois, on a des API du navigateur qui sont utilisés, et on n'a pas ce support SSR qui est pensé par design. Et donc oui, on peut avoir du coup cette multiplicité qui se fait, et qui fait que c'est vrai que c'est là c'est intéressant du coup d'open sourcer des projets. Et qui fait que là on est obligé de reprendre à zéro tout le travail si on doit le refaire. Donc c'est vrai que c'est assez complexe, et puis on peut pas contacter la personne. Et malheureusement c'est la vie de beaucoup de projets open source qui meurent au bout d'un moment parce que les gens arrêtent, quelque part est compréhensible à plein de niveaux, parce que la majorité des projets sont faits sur le temps libre, les gens n'ont plus forcément le temps, les gens n'ont plus la motivation, et des fois ça répondait à un besoin qu'ils n'ont plus, c'est vrai que quand il n'y a plus le besoin d'utiliser son projet, continuer à le maintenir quand on a d'autres priorités, ça arrive très souvent. Ok, ouais, je comprends. Et c'est vrai qu'en fait, ça me semble compréhensible, hein, c'est quelque chose qui peut facilement te prendre du temps. C'est du temps que tu dois généralement passer sur ton temps perso. Donc du coup, ça peut facilement arriver qu'effectivement, tu aies plus de ressources disponibles. Alors, il me semble qu'il y a quelques années, j'ai entendu parler d'un développeur en fait qui avait réussi à dégager du temps par son entreprise pour pouvoir travailler sur des projets open source. Effectivement, ça pourrait être une solution parce que ça te permet toi en fait de le faire sur ton temps de travail. Est-ce que tu sais si cette pratique, c'est quelque chose qui est assez courant, ou est-ce que c'est plus de l'ordre de l'exception? Alors, ça dépend vraiment. Alors, ça peut arriver déjà, forcément, quand les entreprises décident d'open sourcer leur projet. Forcément, en fait, alors, elles en ont un besoin, donc finalement, c'est quelque part c'est une transformation au niveau du temps du travail. C'est quelque chose qui est à la fois du coup professionnel et communautaire. Donc c'est là où en général ça marche mieux, parce qu'on sait qu'on a besoin du projet, donc de toute façon il faut le maintenir, il n'y a pas le choix. Après, quand c'est vraiment du coup un projet qui sort des besoins de l'entreprise, c'est vrai que c'est là où c'est plus compliqué. Ça m'est arrivé à un moment pendant ma carrière d'avoir 2 jours libres par mois, mais en général c'est très très rare. Il faut que l'entreprise arrive à y trouver son compte, il faut qu'elle soit dans cette démarche-là, parce que c'est vrai que, comme je disais aujourd'hui, c'est vrai qu'on va avoir beaucoup d'IDE qui sont gratuits, on a beaucoup de frameworks qui sont gratuits, on a beaucoup de librairies qui sont gratuits, quasiment tout est gratuit. Aujourd'hui, je pense que si
il fallait que à l'entrée, dès qu'on veut faire un nouveau projet, il fallait sortir des billets pour utiliser les technologies, ça marcherait pas. En fait, je pense que tu soulèves un point intéressant ici, c'est que effectivement, puisque les projets sont gratuits, bah, c'est beaucoup plus simple en fait pour les adopter au sein des différentes entreprises. Est-ce que il existe des modèles de rémunération pour ces projets open source, peut-être pour pouvoir trouver plus facilement bah, des personnes qui vont contribuer, qui vont investir du temps pour faire évoluer ces projets? Alors, la première option qui me viendra en tête, ça serait de mettre en place du support que tu pourrais facturer. Mais est-ce que tu aurais connaissance peut-être d'autres modèles de rémunération bah, qui seraient mis en place et qui seraient fréquents de voir sur les différents projets? Alors c'est vrai que le premier niveau qu'on peut trouver, c'est du support. Alors c'est pareil, si on fait une petite librairie dans un coin, euh, en général, on va pas trouver de besoin de support. Les gens, ils vont l'utiliser. Si ça marche pas, ils vont poser une question. On n'a pas un poids suffisant ou un support sous forme En fait, c'est un travail de consultant, hein, l'idée. Ce qu'on appelle support, c'est ça, hein, c'est de se dire, je vais employer un mainteneur pour mettre en place ou pour m'accompagner dans des problématiques avec l'utilisation du projet. Donc forcément, il faut que ce soit un minimum conséquent. C'est comme le modèle qu'on a, par exemple, avec Nest.js, donc un framework Node, euh, qui a ce modèle-là, où du coup ils font du support payant. Euh, Ils ont évolué aujourd'hui et comme le fait d'ailleurs NGRX, en proposant des formations payantes. Alors, de manière différente, NGRX le fait sous forme de workshop, vraiment avec l'équipe. Euh, Nest.js, un format préenregistré, un peu comme si on achetait un cours Udemy. Donc il y a ce format-là. Donc c'est vrai que c'est les formats les plus courants, mais c'est vrai que ça n'a de sens, en tout cas, ça a le sens. Ce n'est rentable que si on est sur des projets qui sont très connus, qui ont vraiment du coup quelque part une complexité qui fait que c'est intéressant pour les gens d'investir de l'argent sous forme de support, sous forme de cours, pour du coup soutenir ces projets-là. Ça, c'est la démarche. Alors, c'est la démarche vraiment marketing professionnel où là on propose un service directement. On a une dernière étape où c'est quand finalement le projet open source a aussi on a des projets open source qui sont disponibles aussi en version SaaS. On a l'exemple avec Supabase par exemple. Supabase c'est une alternative open source à Firebase. Firebase Supabase c'est quoi? L'idée c'est d'avoir un backend as a service via API. Finalement on va communiquer avec avec un serveur et surtout une base de données. C'est un peu l'idée de la Jamstack, hein, de dire que finalement on ne fonctionne plus avec API, on est en serverless, on n'a plus ce serveur en tout cas qu'on maintient nous-mêmes. Et c'est ce que propose Supabase, c'est-à-dire qu'en fait justement ils ont toute cette alternative open source et ils ont quand même du coup une version du coup que eux hostent. Parce que l'idée quand même comme c'est open source, c'est qu'on fasse du self-hosting de toute cette solution avec le serveur, avec la base de données. Et puis eux le proposent aussi avec un palier gratuit et des paliers payants pour se financer derrière. Ok, donc en fait c'est possible et tu as différents modèles qui sont en place. Par contre, ce que je comprends, c'est que si tu veux vraiment faire ça pour des raisons financières, alors c'est possible, mais ça va demander quand même plus d'efforts et que ton projet ait déjà un certain poids, qu'il soit déjà adopté par pas mal de personnes au final, qu'il soit éprouvé et qu'il soit reconnu vraiment comme utile, efficace, performant pour que tu puisses vraiment le commercialiser en fait. Ouais, c'est compliqué. Alors, il y a un autre moyen aussi d'être financé, c'est via finalement de la participation communautaire. On a GitHub Sponsor, alors il y en a qui utilisent GitHub Sponsor parce que c'est lié directement à GitHub, mais on pourrait avoir un lien Ko-fi, un lien vers n'importe quelle solution pour récupérer du coup de l'argent d'un particulier. Donc c'est des choses qui marche plus ou moins bien. Alors c'est pareil, c'est que du coup c'est lié à la notoriété du projet.
Des projets qui sont très connus vont facilement récupérer l'argent. Et je pense que s'ils sont pas très connus, on passe directement à l'état très compliqué. Puisque le côté connu, c'est la reconnaissance de ce que nous a apporté du coup l'outil, et finalement on arrive vite au côté faker, où il est utile mais pas au point de dire tiens je vais donner de l'argent. Donc c'est vrai qu'on a cette possibilité là, et alors de dire je vais faire de l'open source pour gagner de l'argent, c'est possible de partir de ça, et c'est vrai que quand on sait qu'on va faire un gros projet, je pense qu'il faut avoir ça en tête au début, parce que sinon ça va planter. Je pense que Supabase, alors, je vais pas prétendre savoir comment ils ont construit leur projet, mais c'est vraiment quelque chose quand même qui est conséquent, qui ont plein de connaissances, hein. Il y a plein d'optimisation derrière, à plein de niveaux. C'est pas juste un petit projet, un petit pet projet, un petit side project. Donc, il fallait pas mal de personnes derrière, et des personnes qui sont à temps plein. Donc, ces personnes-là, faut les payer. Donc, je pense que ça faisait partie dès le début du business plan, de se dire, on va faire une version, on va proposer. Alors, ils ont une version gratuite, hein, qui est très très avantageuse. Si vous avez besoin de faire du serverless, Supabase, c'est génial, et la version gratuite est excellente. Et puis on arrive le premier palier à 25 €, qui débloque pas mal de choses, hein, dont la partie object storage qui devient intéressante avec 100 gigas. Et puis après on est en version entreprise, où là faut aller voir les commerciaux. Mais ouais, sur des projets comme ça, je pense que si on veut pas qu'ils meurent rapidement, on a besoin d'aller prévoir quand même au moins une façon de le rendre viable. Après Nest.js, si on reprend l'exemple de Nest.js, ils ont commencé, il y avait rien, quoi. Enfin, du coup, c'était un projet vraiment communautaire qui avait pas de business plan derrière. Donc, mais si on se dit je veux faire un projet open source pour gagner de l'argent, c'est possible, mais c'est pas forcément simple. Ouais, c'est une minorité de projet. Ouais. Je sais que la dernière fois, quand on avait échangé tous les deux, tu m'as aussi apporté un autre élément que je trouvais intéressant et honnêtement que j'avais pas du tout eu en tête. Alors là, plus d'un côté un peu plus technique, avec un prisme de développeur, on va dire. Moi, ce que je m'étais dit, c'est que pour pouvoir contribuer à l'open source, enfin au final, pour pouvoir contribuer sur ces projets, il fallait quand même déjà avoir un certain niveau technique et apporter une certaine expérience, une certaine expertise justement, pour que tu puisses apporter de la valeur. Tu m'avais apporté un élément, en fait, une façon de penser qui était intéressante, c'est que tu peux aussi te servir de ces contributions tout simplement pour pouvoir progresser, donc dans un but d'apprentissage. Par exemple, pour pouvoir, je sais pas, essayer de contribuer à un projet sur une techno que tu maîtrises pas forcément ou sur quelque chose que toi, tu as envie de creuser pour pouvoir monter en compétences. Et au final, que le fait de contribuer, eh bien, on pouvait aussi s'en servir directement dans une démarche d'apprentissage, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moyens qui peuvent vous motiver à devenir contributeur. On parlait de l'argent, alors qui peut marcher, mais ça reste assez rare, hein. C'est au niveau des vraies réussites sur du gain qui permettent en tout cas d'en vivre. C'est une minorité de personnes qui vivent vraiment de l'open source. Mais du coup, il y a plein de motivations qui peuvent être complètement différentes. Et parmi ces motivations, en tout cas moi, souvent qui m'anime, c'est de me dire, je vais me former sur une technologie. C'était un des premiers moyens une des premières motivations de quoi faire l'open source. J'avais envie de me former à Cypress, et puis il y a des projets où finalement il y a des issues qui disent on veut ajouter Cypress dans le projet, et se dire pourquoi pas, ça permet d'y aller, et ça permet de se confronter aussi à des vrais projets, des projets quand même qui vont en production. Alors, ils vont pas en production des fois de la même façon que on va emmener des applications en production, mais ça va être livré derrière, ça va être différentes choses, donc c'est quand même de la vraie production, et ça permet finalement, plutôt qu'aller découvrir cette technologie, je prends l'exemple de Cypress, donc une solution de test end-to-end, plutôt que me dire je vais me faire un petit Hello World chez moi, et puis je vais tester si Hello World ça s'affiche bien sur un écran. Là j'ai des vrais projets sur lesquels je peux tester, et des fois qui permettent d'aller sur des complexités assez intéressantes. Donc c'est vrai que c'est l'occasion de se dire je contribue, mais je m'aide aussi moi-même finalement dans cette contribution. Et il n'y a pas que l'apport que je vais apporter au projet, il y a moi ce que je vais gagner.
Et donc ça permet d'aller monter en compétences et de découvrir pas mal de choses. Donc c'est vrai que c'est intéressant sur ce côté-là. Ça permet vraiment de sortir du tutoriel un peu basique et d'aller plus loin dans la démarche. Hmm. Ok. Et du coup, en fait, c'est vrai que c'est très intéressant parce que comme ça, tu peux être confronté en fait, à plein de cas d'usage différents, avec du coup des niveaux de complexité aussi qui peuvent être intéressants et que tu ne serais pas forcément amené, toi, à rencontrer sur tes propres projets perso ou autres. Et donc, ça t'amène quand même une certaine diversité sur les différentes interventions que tu peux avoir. Et comme tu disais, puisque tu as différents types de contributions, au final, que ce soit technique ou non, bah, ça te permet vraiment de pouvoir progresser et vraiment de pouvoir découvrir différents contextes, différents cas d'usage, ce qui peut te permettre en fait de progresser rapidement. Parce que ce soit sur une techno, toi, que tu as l'habitude d'utiliser, ou peut-être même si jamais tu veux découvrir une nouvelle techno, et ça te permet de voir autre chose qu'un to-do list classique ou enfin d'amener une certaine complexité et une certaine diversité en fait pour ton apprentissage. Alors après, faut aussi faire le tri. Alors, c'est pas simple de, je veux dire, comment je fais ma première contribution. Où je trouve, du coup, enfin, si on fait même un focus sur le côté contribution au code. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont motivés. Comment je fais ma première contribution, en tout cas, où je trouve le projet. Euh, le projet, moi, ce que je conseille, c'est finalement regarder juste autour de soi. On utilise des librairies, on utilise des frameworks, on utilise plein de choses qui sont open sourcées, d'aller déjà dans ces projets-là et regarder s'ils n'ont pas besoin de quelque chose. Déjà, on est sur un terrain qui nous est un peu familier, ça permet déjà de limiter le scope. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent d'aller trouver des issues sur GitHub, mais les moteurs de recherche sont jamais très bien. Finalement, on est vite en fait confronté à une vague énorme. En fait, il n'y a pas moyen vraiment de mettre des filtres super intéressants. Alors, il y a des filtres qui existent comme les tags. On peut mettre des tags sur les issues. Il y a un tag qui s'appelle Good First Issue. Good First Issue pour dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mainteneur considère que c'est une issue sur laquelle quelqu'un qui est assez nouveau, à plein de niveaux, quelqu'un qui est assez nouveau, peut aller travailler dessus. Et en plus, en général, on a un accompagnement par les mainteneurs. Donc on a ça qui permet de filtrer, mais même à ce niveau-là, déjà, ça peut être contraignant. Donc c'est vrai que c'est pas simple de trouver. Donc aller sur ce qui nous est familier, ça peut être une bonne porte. Mais si on va sur ce qui nous est pas familier, justement, faut faire attention quelque part à quel projet on contribue, quel projet dans le sens où finalement il y a plein de gens qui ont envie de faire des projets open source et se dire tiens je fais un projet open source, je open source mon projet, mais finalement en fait si on creuse un petit peu on se rend compte qu'il y en a énormément qui ont pas trop d'utilité, ou la seule utilité c'est de permettre à la personne qui le fait d'expérimenter lui-même une technologie, mais pas quelque chose qui va avoir une utilité communautaire. Donc des fois il faut faire attention, c'est que on va avoir une issue sur ajouter telle technologie, et en fait ça sert le projet, mais le projet sert pas à la communauté en fait. Donc faut faire attention, c'est pour éviter des déceptions en disant tiens ouais c'est cool j'ai contribué à un projet, et en fait le projet il servira pas plus qu'à faire une to-do list pour quelqu'un. Et c'est une vraie réalité, hein. C'est pas juste un projet, c'est énormément de projets comme ça. Mais encore une fois, avec le côté, on a l'impression que nos projets ils sont sur GitHub, donc c'est libre, donc c'est open source, et puis voilà. On peut trouver potentiellement des belles pépites qui sont cachées, mais il faut faire attention du coup à ça si on a vraiment envie d'aller plus loin dans des contributions qui servent vraiment à la communauté. Et ça rejoint un peu quelque chose que tu disais au début, c'est que quand tu vas contribuer sur un projet, en fait, t'es pas obligé de t'engager. Donc en fait, ça peut être OK aussi de faire des contributions un peu one-shot comme ça. Il n'y a pas forcément besoin d'intervenir sur des projets au final qui vont révolutionner le monde. Ça peut être peut-être... Enfin, je pense que ça dépend peut-être de la démarche dans laquelle est-ce qu'on va faire cette contribution, j'imagine. Est-ce que c'est parce qu'on va s'attendre à avoir une certaine reconnaissance par rapport au travail qu'on fait, ou peut-être plus dans un objectif d'apprentissage, ou même tout simplement pour débloquer quelqu'un qui lui permette d'avancer un peu plus rapidement. Alors, c'est vrai qu'il faut pas non plus fermer, c'est que potentiellement c'est une belle rencontre aussi avec quelqu'un, c'est potentiellement des échanges qui sont après, des opportunités de
de travailler avec quelqu'un. C'est juste que voilà, ça dépend de la démarche dans laquelle on veut être. Si c'est pour nous permettre d'exercer, c'est toujours une bonne opportunité à prendre. Si c'est vraiment pour se dire voilà, je veux me sentir utile à la communauté, c'est vrai que c'est un rapport qui est du coup qui est plus compliqué. Après, du coup, tu parlais du côté un peu one shot de la contribution, c'est-à-dire j'ai contribué une fois à un projet. Alors il n'y a pas de règle d'or, hein. Se dire est-ce qu'il faut que je m'accroche à un projet et puis je fais que ce projet toute ma vie, ou alors je papillonne un petit peu. Ce qu'il faut avoir conscience quand même, c'est que un projet open source, ça reste un projet, comme des projets qu'on a en entreprise, et des projets qu'on a en entreprise, il y a toujours besoin un peu d'onboarding pour comprendre le projet à plein de niveaux. Hein. Comment est structuré le code, quelles règles l'équipe s'est données en termes de bonnes pratiques du code, en termes de syntaxe, comment on va nommer les commits. On a même assez souvent sur des projets open source des moyens de vérifier le format des messages de commit. Et puis tout simplement à quoi il sert le code. Si on est sur un projet comme Cypress qui propose un dashboard pour faire des tests end-to-end, ou alors on est sur une petite librairie qui va faire une liste de chameaux, le cadre finalement fonctionnel est différent, donc il faut se l'approprier aussi. Donc en fonction de ce qu'on veut faire sur le projet, c'est vrai qu'il y a une montée en compétences qui peut être nécessaire et qui fait qu'on doit investir du temps. Et forcément, si on reste sur un projet, en fait, il y a toute une partie du temps qu'on investit, qui a pas besoin de répéter à chaque nouvelle contribution. On a ce savoir qu'on a gardé, donc qui peut être utilisé. Après, c'est des démarches complètement différentes. Moi, j'ai connu quelqu'un qui s'amusait comme ça, à papillonner, parce que ça lui permettait aussi de découvrir plein de contextes. Et moi, ça m'arrive assez souvent comme ça d'aller d'un projet à un autre, c'est parce que soit je découvre un projet et je vois qu'il y a une issue qui peut être sympa et j'ai envie d'aider, soit parce que c'est quelque chose que j'utilise, et finalement que je vois qu'il y a un problème et du coup je propose d'aider ou je propose d'aller faire quelque chose dessus. Donc c'est vraiment des démarches qui sont complètement différentes. Mais c'est vrai que ça aide pas pour les mainteneurs, pour revenir sur la question que tu disais, mais comment faire pour attirer quelque part un nouveau mainteneur dans un projet. Le mainteneur, du coup, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui dicte un petit peu comment doit aller le projet, c'est lui qui en gère la maintenance, et c'est lui du coup qui a des droits d'administration sur le projet. Donc l'idée d'ajouter un mainteneur, c'est d'ajouter quelqu'un qui va avoir aussi des droits particuliers sur le projet, et donc qui fait que à moins que ce soit quelqu'un avec qui on travaille directement ou quelqu'un qu'on connaît de manière personnelle, finalement cette nouvelle personne avec qui on va passer les droits, c'est un peu l'inconnu d'Internet. On ne sait pas qui est derrière, donc c'est une des parties qui rend compliqué le fait de trouver un nouveau mainteneur, c'est qu'il faut trouver quand même quelqu'un de confiance. Faut trouver quelqu'un de confiance, et le meilleur indicateur pour cette confiance, c'est quelqu'un finalement qui va contribuer de manière régulière. On voit que quelqu'un il veut du bien à ton projet, donc t'as envie de trouver avec lui. Le problème, c'est qu'il faut trouver ces personnes. Et on retrouve la problématique dans tout noir, c'est que on a énormément de consommateurs d'open source, on a très 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 peu de contributeurs. Une bonne partie en général des contributions sur un projet, c'est le mainteneur. C'est-à-dire que le mainteneur, il n'a pas que ce rôle de chef d'orchestre, il a aussi ce rôle de contributeur directement au projet. Et finalement, ça fait un peu écho à un point que tu as évoqué tout à l'heure. Si on cherche à contribuer activement à un projet, c'est que le fait d'être déjà utilisateur de ce projet, eh bien, ça va déjà enlever une grosse phase de recherche, parce qu'on saura déjà comment le projet fonctionne, qu'est-ce qu'on en attend, comment est-ce qu'on l'utilise, et ça va aussi te permettre de te projeter plus facilement sur comment est-ce que tu peux le faire évoluer. J'ai quand même l'impression que le rôle de mainteneur et de contributeur, eh bien, c'est quand même deux rôles qui sont totalement différents. Je l'avais évoqué un petit peu, mais j'avais pas poussé jusqu'au bout cette réflexion avec notre échange, c'est que si je prends un projet quel qu'il soit et qu'un contributeur fait une contribution donc via un commit, via la pull request et que c'est accepté, ça devient la responsabilité du mainteneur derrière s'il y a un souci. Qui veut dire que si on a un projet en JavaScript et qu'on pourrait rajouter quelque chose qui serait super génial en Go ou en Rust dedans pour le rendre plus performant, si le mainteneur est
n'est pas compétent, a pas la disponibilité pour se rendre compétent dessus, bah, il préférera qu'il y ait moins de performance, mais qu'il soit capable de maintenir derrière, parce que si la partie en Go, en Rust ne marche plus demain, c'est sa responsabilité. Donc c'est vrai que c'est là où il y a une différence, c'est vraiment la responsabilité sur le projet que le contributeur en fait perd après sa. Alors c'est pas qu'il perd après sa contribution, parce qu'il pourrait continuer à maintenir, se dire ce bloc-là, moi je l'ai fait et puis je m'assure de sa maintenance. Mais c'est que il n'a pas d'engagement sur ça. Donc c'est vrai que c'est là où se fait la grosse différence, c'est que le mainteneur, bah, si ça marche pas demain, c'est lui qui le contributeur, il sera plus là pour plein de raisons différentes. Donc c'est vrai que c'est là où c'est vraiment la question de responsabilité sur ce projet qui est différente. Même si encore une fois le mainteneur, souvent il commence par ça, le mainteneur est le premier contributeur du projet, hein, c'est lui qui a construit le truc, donc il va venir contribuer dessus. Mais il y a un moment où pour différentes raisons le mainteneur peut ne pas être contributeur direct. Soit parce que du coup il a moins de temps, il arrive à avoir beaucoup de contributeurs, soit parce que dans l'équipe de maintenance, il y a des gens aussi qui sont mainteneurs mais qui n'ont pas un rôle technique. Ça peut être quelqu'un qui va gérer du coup toute la partie des issues, voir la priorisation, et qui a un rôle beaucoup plus on pourra avoir un Scrum Master hein, dans un projet open source. Alors ça, du coup, faut commencer par plusieurs mainteneurs. Il est plutôt cool déjà ce projet open source, mais ça existe. Hein, on a des projets du coup où il y a des personnes qui font du tri et qui n'ont pas le rôle de développeur dans un projet. Ouais, c'est un peu ce que tu disais plus tôt, en fait. La contribution, c'est pas uniquement technique, mais ça va être toute l'aide que tu vas pouvoir apporter au projet, que ce soit effectivement technique ou peut-être au niveau du suivi du projet, de l'aspect peut-être un peu management, mais ça peut aussi se faire par le biais de faire la promotion de ce projet, peut-être d'animer des communautés, des Discord, ce genre de choses au final. Complètement. Alors j'ai pas de source officielle, mais a priori il a été reconnu quand même que le succès de Vue.js en Chine est quand même assez directement lié au fait que la communauté ait créé une traduction en chinois de la documentation officielle en Vue.js. Et c'est ça qui a beaucoup aidé du coup au succès. Et donc là, on n'est même pas au fait d'aller documenter, d'aller créer de la documentation, de comprendre l'API. Et en plus aujourd'hui, on pourrait le faire avec de l'IA. Et puis l'IA, elle connaît rien à Vue.js, elle connaît rien à n'importe quel langage, elle est capable de faire toutes ces traductions. Et puis du coup, il y a vraiment ce côté qui fait que il y aurait a priori, il n'y aurait pas eu ce même succès si il n'y avait pas eu cette démarche communautaire qui permet d'aller aider. Quoi. Et on peut avoir, en restant sur la documentation, mais c'est vrai que la majorité de documentations sont écrites. Et c'est vrai que on a tout le monde n'a pas la même appétence sur la pédagogie. La même approche sur la pédagogie. Certains préfèrent lire du contenu, certains préfèrent l'écouter. Et c'est vrai que avec aujourd'hui, c'est vrai que le succès et la promotion du contenu se fait aussi beaucoup avec les podcasts, avec le contenu vidéo, avec tout ce qui est communautaire. Et même s'il reste écrit, des fois, c'est une façon différente d'amener la chose, et qui fait que ça permet, ça permet de pas forcément de faire connaître, mais déjà de faciliter l'adhésion. C'est-à-dire que on n'a pas juste découvert qu'un truc existait et qu'il était cool, mais en plus on est capable de l'utiliser. C'est-à-dire qu'on a un contenu qui nous permet de comprendre personnellement à quoi ça sert, qui nous permet personnellement de savoir comment l'utiliser, et que ça marche. Parce que cette marche aussi, que ça marche, c'est très important. Moi, je suis modérateur sur le serveur Discord officiel d'Angular. Tous les jours, on a des questions de personnes, et c'est parce que des personnes testent des choses, des fois ça marche pas, parce qu'elles n'ont pas encore une compréhension suffisante de ce qu'il faut faire. Et puis, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on peut considérer que si une technologie, on n'arrive vraiment pas, et qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucune ressource, il n'y a personne pour nous aider, pourquoi continuer, quoi? C'est humain, c'est normal, hein. Si quelque chose ne marche pas et qu'il y a d'autres opportunités, d'autres alternatives, et que là, elle marche, on va aller sur ces opportunités-là. Oui, bien sûr. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas trop abordé, mais donc tu m'as dit que tu étais contributeur et mainteneur de plusieurs projets. Tu es aussi administrateur du Discord officiel d'Angular.
De manière générale, tu es très impliqué dans l'open source et j'ai l'impression tout ce qui est communautaire. D'ailleurs, j'ai vu dans ton post LinkedIn, je crois, d'hier ou d'aujourd'hui, que donc d'après GitRoll, tu es dans le top 1% au niveau de l'activité sur l'open source en France. Donc c'était vraiment très très actif, quoi. J'ai hésité, alors je sais pas si j'arrive à mettre mon doigt où il faut, mais hop. Enfin, en dessous de mon prénom, il y a marqué Front-end Developer. J'ai hésité à mettre Exemplary des Front-end Developer, mais c'est une prétention qui correspond pas du tout à ma personnalité. Mais en tout cas, Exemplary Front-end Developer, c'est ce que m'a sorti Gitroll.io, donc Gitroll tout attaché, euh, qui euh, euh, qui sort des stats par rapport à ce qu'on fait sur notre activité open source. Donc c'est la dernière nouveauté, donc tout le monde teste un petit peu sur les réseaux sociaux. Et donc c'est vrai que c'est sympa, ça permet de tout voir. Et en plus j'ai vu c'est bien ce qu'il sort vraiment tout, tous les projets, toutes les contributions que j'ai pu faire. Et c'est vrai que oui c'est, je pense que, alors faut se dire déjà que on n'a pas besoin en tant que développeur de faire l'open source. Enfin faut pas se mettre la pression, c'est qu'on on est dans ces métiers passion où on parle souvent des développeurs passionnés. Euh, Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en fait, euh, ça fait partie des métiers où on a l'opportunité de poursuivre l'aventure en dehors de sa journée de travail. Il y a des métiers, moi j'ai travaillé dans le management avant, dans l'industrie. Bah, quand j'ai fini ma journée de travail, j'ai pas trop l'occasion de pouvoir continuer quelque part l'aventure du travail. Et puis c'est pas quelque chose forcément qui va me motiver ou qui va me porter un plaisir de dire je peux faire ça en dehors. Et c'est vrai qu'avec le développement, je vais me faire mon petit site perso, ou je veux faire un template pour des petits sites perso, je peux le faire en dehors du travail. Et en tout cas, il y a une satisfaction derrière. C'est ce côté-là, passion qu'on a, qu'on peut avoir, qui est pas nécessaire pour faire son travail, qui est comme tout, hein, c'est que plus on s'engage, plus on s'investit, plus on peut en retrouver des bénéfices, mais qui est pas nécessaire. Et l'open source, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de faire l'open source pour être un bon développeur. C'est sûr que, vu qu'on utilise tous l'open source, aller creuser dans les technologies qu'on utilise, ça nous apprendre à mieux les utiliser, ça va permettre potentiellement de contribuer un jour et d'en sortir meilleur. Mais c'est vrai que c'est pas nécessaire, c'est un choix. Et je pense que ça vient plus facilement quand on a quelque part une fibre assez communautaire dans le côté aidé. Et c'est vrai que avec le sourire tout à l'heure, c'est ce que t'as quelque part tu voulais dire de manière implicite, parce que c'est vrai que moi il y a toute cette partie open source, il y a ce côté modérateur sur le forum, le serveur Discord officiel d'Angular. Il y a une chaîne YouTube qu'on anime avec la communauté sur Angular. Il y a des ateliers qu'on fait aussi sur Angular. Il y a bientôt une conférence qu'on fait sur Angular. Alors il n'y a pas que l'Angular, il y a d'autres démarches aussi. Je fais passer des entretiens blancs à des développeurs. Je réponds à des demandes d'échange pour des gens qui sont en études pour savoir ce que c'est le métier de développeur. C'est quoi une vraie journée de développeur? C'est quoi est-ce que dans votre travail aussi vous utilisez Git? Bah oui, il n'y a pas qu'en formation, t'inquiète pas. Donc il y a plein de moyens comme ça, de manière communautaire, du coup, d'aider. Et après, je pense que ça dépend des personnes. Des personnes, c'est pas dans leur film. Moi, ça, que ce soit dans le développement ou dans des plaisirs personnels, j'ai toujours eu ce côté où j'aime bien aller à la rencontre des gens. Et je pense que c'est ça ça peut, c'est pas le seul levier de motivation, mais ça peut être un levier assez important de se dire, je vais à la rencontre des gens, je vais aider, sans forcément avoir aussi besoin d'une carotte derrière. Tu as soulevé un point qui est, je pense, très intéressant et très important. C'est que pour être bon dans le développement, c'est pas non plus obligatoire de contribuer activement ou pas sur de l'open source. C'est vrai que moi, quand j'étais encore en école, ce qu'on me disait beaucoup, c'est que pour trouver un premier emploi, limite, c'est un prérequis, tu vois, d'avoir un GitHub qui montre que tu es très actif avec beaucoup de projets, beaucoup de contributions. Et en fait, effectivement, hein, ça peut t'aider, mais c'est pas non plus un critère obligatoire et tu peux très très bien faire une très belle carrière sans forcément contribuer. Il n'y a pas besoin forcément de faire ça pour avoir une belle carrière et t'épanouir derrière, quoi. Alors, ouais, sur ça, je dirais, moi, c'est très rare qu'un recruteur, enfin, ça m'est jamais arrivé qu'un recruteur me dise, oh, on a vu ton profil GitHub, et
Moi, ça m'était arrivé, j'avais fait une présentation dans une ancienne boîte où j'étais justement pour les recruteurs pour expliquer c'est quoi un projet GitHub, faire un peu décrypter ça. Mais c'est vrai que la majorité, même s'ils savent que ça existe, ils sont pas capables de décrypter. Il n'y a pas de format tel qu'on peut l'avoir sur des CV. Donc quand c'est déjà le peu de temps qui passe sur un CV, ils n'auraient pas le temps d'aller décrypter un profil GitHub. Pour moi, en fait, donc faut pas chercher je dirais qu'il y a un rapport entre le temps qu'on va investir et l'apport que ça peut apporter pour la carrière en termes d'open source, qui peut être intéressante, mais il faut pas dire que c'est un prérequis. Il y a des très belles histoires, il y a des gens que je connais, avec qui je travaille, qui ont des très belles histoires avec l'open source, mais moi je considère que j'ai une belle histoire avec l'open source. Mais il faut pas considérer ça comme un prérequis. Il faut pas considérer que si on a un profil GitHub qui est très riche, ça va être utile. Il y a des cas où ça peut être utile. Moi, je suis principalement un développeur Angular. J'ai réussi un entretien pour un poste React, alors que en fait, si je devais limiter ma vraie expérience React, c'est faire un CRUD avec React. C'est tout ce que j'ai fait avec React. Et j'ai réussi à passer un entretien pour un poste React. Pourquoi? Parce que alors du coup, quand on a l'habitude sur un descriptif du poste, il y a toujours une liste de compétences très longue qu'il faut connaître, sur laquelle il faut être expert. En plus, si tu connais le front et ou le back, c'est un plus. Et donc, il y a, du coup, on peut spoiler alerte, hein, du coup, il y a énormément de compétences sur lesquelles je pouvais pas, enfin, j'avais pas de situation professionnelle qui permettait du coup de les valider. Mais finalement, il y avait toute cette expérience open source qui m'a aidé. Pourquoi? Parce que le CRUD, je l'ai fait sur un projet que je maintiens où il y a 78 000 stars, et du coup où j'ai 4 millions de requêtes d'API par mois. Donc, qui fait que c'est ce front-là en React qui vient du coup qui sert d'interface pour cette API. J'ai eu une expérience quand TestLint encore n'était pas déprécié, je m'étais amusé à faire une petite interface qui permettait en fait de créer le fichier de configuration avec une interface, un formulaire, et en fait en même temps je discutais avec un gars qui faisait la même chose pour le Slint. Et puis j'avais été voir son projet qui était en React, qui était avec la librairie Style Component qui permet de créer du coup des composants avec du style directement. Donc j'avais pu découvrir ça même si je l'avais jamais utilisé. Et finalement comme ça, avec les opportunités, la curiosité, on découvre des choses. C'était encore quelque chose qui était encore assez inconnu dans l'univers Angular, mais il y a l'application React que j'avais fait, j'avais utilisé Stack Query pour faire toute la partie state management. Et du coup, on a l'occasion de découvrir des choses qu'on peut aller valoriser en fait. Des fois, c'est juste de la découverte, mais finalement, on arrive à des moments, des fois sur des entretiens, sur des échanges, sur des projets qu'on a besoin, à faire du lien, à faire des connexions sur ça. Donc il y a énormément de situations où l'open source m'a débloqué des choses. Et donc, même si je dirais pas que le profil GitHub est utile en lui-même, en tout cas sur un côté carrière, il va être beaucoup plus utile quand vraiment on va évoquer nos expériences en entretien. Je pense que c'est là où on arrive à débloquer des choses. Je dirais pas que de lui-même un profil GitHub va être un déclencheur de choses derrière. Oui, effectivement, c'est normal, je pense que ça parle pas forcément à des recruteurs, tout simplement parce qu'on est sur quand même deux métiers qui sont totalement différents. Et alors, encore une fois, je parle de mon côté dev, tu vois, mais je pense que côté recruteur, pour chercher un profil, tu vas plus te baser sur certains mots-clés pour t'assurer que par rapport à la fiche de poste qu'on va te donner, en fait, le profil ait l'air de correspondre. Mais derrière, techniquement, je pense que c'est pas le rôle du recruteur, tu vois, de savoir si ce profil est bon techniquement ou pas. C'est plutôt un peu une préqualification. Et ce que tu dis par rapport au contexte, alors personnellement, c'est quelque chose qui connecte, ça connecte beaucoup avec moi. Je sais que pour progresser sur quoi que ce soit, je m'attache beaucoup au concept et je pense que de manière générale, tu vois, peu importe la techno, peu importe
la stack sur laquelle tu es habitué à travailler au final. Ce qui va vraiment compter, c'est les contextes sur lesquels tu vas intervenir. Et en fait, le fait de pouvoir découvrir de nouveaux contextes comme ça via l'open source ou via ton métier en général, tu vas pouvoir faire des connexions, faire des liens. Et derrière, en fait, c'est ça ce qui te permettra, tu vois, même d'approfondir notre concept et de monter en compétences. C'est vraiment des compétences que tu vas pouvoir conserver, quelle que soit ta stack, quelle que soit ta techno et quel que soit derrière le contexte dans lequel tu vas travailler. Parce que tu vas être en mesure de piocher à gauche, à droite, de voir ce qui marche pas. Et en fait, c'est ça ce qui va vraiment construire ton expérience au final. Bah c'est ça, c'est des compétences finalement, alors, ou des fois qui vont pas être valorisées directement en entretien technique, mais finalement qui vont t'aider dans ton travail. Moi, je vois là dans mon poste actuel, c'est la première fois que je me retrouve dans un contexte entreprise où on utilise GitHub, et donc on a toute la partie CI avec les GitHub Actions. GitHub Action, moi, c'est quelque chose que j'avais eu l'occasion de découvrir parce que tous mes projets open source utilisent une CI avec GitHub Action. Donc, où j'ai développé même des projets open source de GitHub Action. Ça m'a même débloqué le fait de donner des formations sur GitHub Action, et qui fait que pour la première fois, je retrouve en contexte professionnel, et je sais de quoi ça parle, je sais ce que je suis capable de faire, sans forcément partir de zéro. Ça veut pas dire que faut se former sur tout et n'importe quoi, comme ça on prévoit tous les cas, mais il y a toujours quelque chose à un moment qui va se débloquer. Ça, l'acquisition d'une compétence, qu'elle soit avec l'open source ou même en dehors, hein, c'est-à-dire je me forme un truc, ça va pas forcément tout de suite être une évidence, mais il y a forcément un moment où ça va servir d'une façon ou d'une autre. Donc faut pas en avoir peur en disant ouais mais je vais faire un truc et puis ça servira ça va servir au projet, mais bon moi qu'est-ce que j'en tire. Il y a toujours un moment où ça fait des connexions techniques, mais même des connexions humaines, hein, ça fait rencontrer des gens, ça permet de découvrir des projets, d'aller contribuer des projets. J'avais si je prends l'exemple, donc Edit in Place que j'ai fait dans Initial Nginx, donc qui est administré par Nathaniel Basal. Derrière, j'ai commencé à travailler au début sur sa version de Faker en Faker.js. Aujourd'hui, Faker.js est plus connu, mais du coup, Nginx a aussi du coup son projet, parce que quand ça a éclaté, tout le monde s'est dit tiens, je vais être le nouveau Faker. Voilà. Mais du coup, ouais, ça permet d'évoluer comme ça, de rencontrer des gens aussi. Aujourd'hui, en fait, le hasard fait que je suis mainteneur principal de deux anciens projets de personnes qui travaillent chez Stackbit, donc je connais un peu l'équipe aussi derrière. J'ai fait une contribution. On parlait de contribution non technique. J'ai une contribution non technique chez Stackbit qui est utilisée quasiment tous les jours. Moi, Stackbit, du coup, je m'étais dit tiens, si j'allais voir dans les issues qu'ils ont, si je peux aider les gens. Et en fait, il y a pas mal de gens qui font des issues parce que ils ont leur projet Stabit qui marche pas, et donc ils ont besoin d'aide. Sauf qu'en fait, c'est pas l'objectif de Stabit. C'est aussi si les gens savent pas utiliser savent pas faire un event listener par exemple sur un bouton sur leur projet dans Stabit, c'est pas Stabit qui va venir gérer ça. Et puis du coup, ils ouvraient juste une issue avec juste un titre en mode mon projet marche pas. Voilà. Et en fait, il y en avait énormément, et ça peut énormément, hein. Enfin, c'est des centaines et des centaines d'issues ouvertes. Et du coup, en fait, j'ai fait une petite GitHub Action qui, s'il y a rien dans le body de l'issue, ça va le ferme automatiquement. En laissant un petit message, on ferme parce qu'il y a pas de détails. Si vous voulez, vous en ferez une avec des détails. Elles sont jamais réouvertes, et qui fait que ça allait énormément. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui met quelques secondes à se déclencher, et qui fait que pour les mainteneurs, il n'y a pas cet effort de devoir aller lire le truc pour se rendre compte que ça sert à rien, pour aller la fermer derrière et mettre un message. Ça close directement. Et puis du coup sur Stackbit, ça fait longtemps que j'ai pas été voir, mais du coup normalement, je pense que même ces derniers jours, c'est encore utilisé. Et c'est pas alors c'est du code parce que c'est une GitHub Action. C'est une connaissance que j'ai acquise quand même derrière, mais derrière j'ai pas refait Stackbit, j'ai pas contribué directement sur quelque chose Stackbit. Donc c'est vrai que c'est assez sympa finalement tout ce qu'on peut faire comme ça, qui peut débloquer des choses. Et tu vois, là, en parlant des compétences en fait, qu'on peut acquérir, que ce soit dans le dev ou même en travaillant sur ces projets open source, on a abordé un peu le point de vue des compétences techniques qu'on peut acquérir, les rencontres qu'on peut faire.
Mais je pense que tu as une autre compétence, à mon sens, qui est extrêmement importante dans le développement, auquel on ne pense pas forcément et qui se travaille, c'est tout simplement le fait de savoir expliquer un problème. Le fait de savoir expliquer un problème, ça va aussi te demander de savoir faire abstraction des technos, du langage, du contexte dans lequel tu te situes, pour vraiment toi, te concentrer sur pour l'isoler au maximum, pour que derrière, les personnes puissent le reproduire, le communiquer. Et en fait, ça, je pense que c'est une compétence qui est peut-être pas un cheat code, tu vois, mais je pense que ça a énormément de valeur, que ça soit au niveau du code, que ça soit au niveau du pro, du perso, tout simplement parce que ça va te permettre de mieux te faire comprendre et même pour toi, je pense, donc là, je parle plus du côté technique, de pouvoir vraiment isoler ton problème pour pouvoir les séparer en plusieurs petits problèmes. Et en fait, c'est ce qui te permet derrière de pouvoir traiter n'importe quelle problématique que tu rencontres au quotidien. Alors toi, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Est-ce que déjà, le fait d'avoir des contributions donc dans l'open source qui vont te pousser à faire des échanges qui sont asynchrones, c'est pas quelque chose qui va déjà en fait renforcer cette compétence et te forcer tout simplement à la développer parce que sinon, tu n'auras pas d'échange et tu n'auras pas de réponse, quoi. Ouais, mais il y a tellement de développeurs qui savent pas expliquer leurs problèmes. Alors, je le vois sur GitHub et je le vois particulièrement, c'est vrai que sur les serveurs Discord. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils savent pas expliquer leurs problèmes? Et je me dis, il faut que je fasse un petit article dessus ou un post sur LinkedIn. C'est dire qu'en fait, ils ont un problème parce que leur code marche pas. Et puis voilà. Sauf que finalement, une fois qu'on aura fini de creuser, on se rend compte que le problème, c'est quoi? C'est pas que le projet qu'ils utilisent, c'est pas que la technologie qu'ils utilisent a un bug, ça peut arriver, hein. C'est que leur leur compréhension fait que est encore assez limitée et qu'ils ont fait quelque chose qui va pas. Et même nous, ça peut nous arriver, hein. Des fois, voilà, tu te trompes dans un code. Moi, ça m'est arrivé encore il y a quelques jours. On a les signals avec Angular maintenant. J'oublie d'utiliser du coup les parenthèses pour récupérer la valeur et puis j'ai une erreur. Voilà, pour un point statut n'existe pas dans le type signals. Oui, voilà. Et puis ça arrive quoi. Mais ce niveau de compréhension, le fait de se dire rien qu'avoir le réflexe de se dire je vais regarder le message d'erreur et je vais essayer de le comprendre. Ça, tout le monde ne l'a pas. Et c'est vrai que ça amène à devoir réfléchir à ça. Et, enfin, quand même se dire, je suis capable d'expliquer quelque chose, c'est quand même une valeur qui est quand même assez intéressante. Hein. Je veux dire, en entreprise, savoir expliquer quand tu as un problème, même sans un problème, c'est de savoir expliquer quelque chose. Parce que et c'est justement la problématique de l'asynchrone. L'asynchrone, on l'a dans l'open source, on l'a dans des forums de discussion, quels qu'ils soient, et on l'a de plus en plus en entreprise, et qui fait que asynchrone, ça veut dire quoi? C'est que il se passe du temps entre le moment où vous mettez un message et le moment où il est lu, et en plus au moment où il est répondu, et qui fait que on peut pas avoir les small talk déjà. Il n'y a rien de pire dans l'asynchrone que les gens qui vous disent bonjour, qui attendent que vous répondiez bonjour, et après qui vous demandent si ça va, qui attendent que vous répondiez oui ça va, et pour dire merci, et puis seulement du coup c'est-à-dire qu'il y a 4-5 interactions avant d'avoir la première phrase du problème. Et qui fait qu'en asynchrone, on peut pas se permettre ça. Dans l'asynchrone, il faut qu'on ait le maximum d'informations le plus directement possible. Et toujours, en plus, on parle d'open source avec cet effet entonnoir qui fait que c'est compliqué si il faut qu'il y ait comme ça plein d'interactions. On peut dire c'est sympa, c'est poli, on demande comment la personne va, mais il y a un moment où il faut structurer l'information. On a l'avantage quand même avec GitHub, du coup pour les mainteneurs, on a plein de petits outils que GitHub met à disposition. Alors que ce soit pour l'open source ou même tout le monde, on a toute la CI qui permet de mettre des contrôles justement. Quelqu'un qui fait une PR, on va s'assurer que le format va bien. On a du Prettier, on a du ESLint, on a plein de choses pour vérifier ça. Et puis en fait, on peut mettre des templates aussi sur les issues. Quelqu'un quand il ouvre une issue, on peut aller jusqu'à elle va remplir l'issue sous forme de formulaire dans lequel on va lui dire explique ce qui se passe, si t'as un message d'erreur tu le mets, si tu es capable de le reproduire tu le mets, si le morceau de code qui veut pas, plein de détails, est-ce que c'est sur une version particulière du projet, est-ce que c'est sur un scope précis du projet, la documentation, l'API, sur plein de choses et qui permettent déjà
bah, quand le mainteneur il va découvrir ça, bah, il a toutes les informations disponibles. Et là, on peut parler. Là, on a de la matière. Mais c'est vrai que sinon, oui, c'est compliqué. Souvent aussi une des problématiques qui fait que les mainteneurs, des fois, n'ont pas le temps de répondre à toutes les sollicitations. Parce qu'il y a ce côté asynchrone, ça prend énormément de temps. Mais c'est une vraie compétence, ouais. On n'acquiert pas que de la compétence technique pure directement à contribuer sur l'open source parce que on travaille avec des humains. Et, euh, et c'est pour ça que c'est intéressant, je disais, sur le côté pour même travailler techniquement sur le projet, c'est se confronter à un vrai projet avec des vraies problématiques. Il y a aussi tout ce côté humain qu'on a derrière où pour quelqu'un, c'est vrai que ça peut être intéressant, quelqu'un qui est encore en études, se dire tiens, est-ce que j'irais pas proposer travailler sur des projets open source. Je me pose une question. Franchement, je suis admiratif de voir à quel point tu es actif sur ces différents projets. Justement, le fait que tu sois actif sur plein de canaux différents, plein de projets, j'imagine que c'est quelque chose qui demande du temps. Comment est-ce que tu fais pour t'organiser? Est-ce que tu as une semaine type, une journée type? Non, les semaines sont pas types justement. Elles étaient types avant, mais elles le sont plus parce que, comme beaucoup de mainteneurs, il y a un moment, il y a le burn-out qui est passé pas très loin. Parce que quand on est dans le côté communautaire, on veut faire plaisir aux gens. Et puis au bout d'un moment, du coup, c'est contre son propre bien. Et c'est ce que je disais au début, c'est que c'est vrai que comme c'est sur le temps libre, ça vient en concurrence avec plein de choses à côté. Et l'objectif, c'est pas de divorcer toutes les 3 semaines parce qu'on n'a plus de temps pour la personne avec qui on partage sa vie. Donc faut trouver son équilibre et qui est pas simple. C'est vrai qu'on a envie d'aider, on a envie que le projet avance, mais il y a un moment, faut savoir dire non. Et puis le projet, il avancera au rythme qui doit avancer. En particulier quand il y a pas d'enjeu financier dans le sens où il y a personne qui finance le projet. À partir de là, honnêtement. Tant pis si les gens ils sont pas contents. Tant pis, tant pis. Souvent, je pense qu'un de ceux qui ouvre le plus sa bouche à ce niveau-là, c'est Evan New, le créateur de Vue.js. Et où de temps en temps, il partage comme ça des messages de personnes sur les projets. Et tu sens qu'il a juste envie de les insulter, quoi, parce que les gens se rendent pas compte de l'énergie qu'il faut derrière pour maintenir les projets. C'est ça, et on peut pas tout gérer. Et puis oui, comme c'est sur du temps perso. L'objectif c'est pas non plus de se dire faut, quelque part à un moment faut faire attention parce que c'est vrai qu'on peut donner l'image de dire le mec il commence son projet, finalement on s'en sert et puis finalement il abandonne et puis nous on l'utilise euh, donc c'est vrai qu'on pourrait se dire ouais mais ma notoriété comment les gens vont me voir, il faut quand même se dire que c'est quelque chose qu'on a fait sur le temps personnel, que les gens consomment, sur lequel ils contribuent très peu. Donc, moi, je sais que j'ai des projets. Mon projet le plus gros, c'est Real World. C'est pas un projet que j'ai créé, c'est un projet sur lequel je suis arrivé en maintenance. Il n'y avait plus personne dessus. J'ai eu l'opportunité du coup de devenir mainteneur. C'est un projet qui a été créé par les créateurs du code Stackbits avant qu'ils créent Stackbits. Donc c'est un projet qui expose en fait des spécifications pour faire une application assez simple de blog et les gens peuvent contribuer en proposant des implémentations de ces spécifications dans n'importe quel langage, en front, en back, en full stack. Donc ça permet de montrer sur une même base fonctionnelle ce qu'on peut faire du coup avec différentes technologies. Et c'est vrai que c'est un projet que j'ai récupéré il y a quelques années maintenant, sur lequel j'avais envie de faire plein d'évolutions, et sur lequel j'ai trouvé très très peu de temps, parce qu'il y a plein de choses à côté, et donc faut savoir sauvegarder son temps, et les priorités, il faut voir par rapport, les priorités peuvent dépendre de plein de choses, mais il faut faire attention au temps qu'on y investit aussi, parce que bien souvent c'est que du temps gratuit, donc quand il y a de l'argent qui arrive, des fois ça permet de débloquer aussi, euh, de débloquer du temps, parce que de se dire je vais trouver un boulot à 4/5e par exemple, parce que je vais dire tiens il y a une journée quelque part que j'arrive à financer avec l'open source, qui permet de continuer cette démarche qu'on a envie. Euh, donc il y a ces possibilités là, mais il faut faire attention à son temps. Mais il n'y a pas de journée type. Il y a des semaines, il y a des mois, des fois sans open source, avec des démarches complètement différentes. Et puis ça vient comme ça vient. Il n'y a pas de, il y a pas de, ouais, il y a pas d'exemple type, il n'y a pas d'exemple à suivre. L'exemple à suivre, c'est sa santé personnelle. C'est ça qui compte le plus. Je pense que de manière générale, le fait d'apprendre à savoir dire non, c'est une vraie compétence
qui est très importante et auquel on n'est pas forcément habitué. C'est quelque chose qui peut paraître très très compliqué à mettre en place. Et pourtant, c'est aussi essentiel. Que ce soit côté pro, côté perso, et vraiment même dans le développement classique, tout simplement, de pas dire oui à tout. J'ai l'impression que c'est d'autant plus le cas comme ça dans un contexte d'open source où tu as aussi besoin de savoir dire non, de savoir prendre un certain détachement parce que bah, au final, sinon, ça peut te bouffer totalement, quoi. Bah oui, parce que ce soit en prenant la base de l'open source, en fait, ne pas savoir dire non et y investir du temps, c'est-à-dire que le temps que tu investis, ça devient le standard du temps que tu peux y investir. Donc, si tu commences à investir 4 heures par jour pendant une période très très longue, les gens vont considérer que 4 heures par jour, c'est le travail que tu vas faire tout le temps dessus. Et c'est pareil côté boulot. Alors, c'est normal au moins de passer 4 heures en général par jour à travailler. Mais si tu commences à dire, tiens, en fait, je continuerai bien à travailler de 20 heures à 2 heures du matin sur les projets, en fait, le temps que tu vas passer, c'est pas ça qui va être le standard. Le temps qui va pas, le standard, c'est la quantité de travail que tu vas faire. C'est ça qui est visible. Donc, si tu commences à faire des doubles journées, le jour où du coup, bah, tu vas au ciné le soir, bah, les gens, le lendemain, ils vont faire, tiens, mais en fait, le gars, il a travaillé que la moitié de la journée, quoi. Parce que la quantité que t'as fait, l'output, finalement, le livrable, bah, du coup, il est beaucoup moins important. Alors que finalement, bah, t'auras fait au moins une vraie journée de travail. C'est pour ça que le dire non, c'est aussi ça, à ce niveau-là. C'est de se dire, s'assurer que tu es en capacité, avec les moyens normaux, euh, parce que justement, au bout d'un moment, moi je l'ai vu hein, dans une entreprise, dans une situation professionnelle, mais quand j'étais plus jeune, ouais, on- au début, on sait pas dire non, on s'investit un peu plus, et puis on travaille 1, 2 heures en plus par jour, et puis bah, au moment où on travaille un peu moins, disons, je travaille plus. Bah non, en fait, je travaille plus que ma journée de travail. Ah bah oui, mais il fallait en parler, on aurait trouvé des solutions, et puis mais c'est ça, donc c'est pour ça que faire attention à l'engagement qu'on peut prendre. C'est c'est- ah, c'est ce que je disais, il y a pas de secret, hein. Plus on s'investit, plus on va apprendre, plus on va être performant. Mais il faut y mettre le bon cadre, en tout cas. Un cadre qui soit bon par rapport à l'image qu'on donne, par rapport bah, à nos capacités, par rapport à tout ce qu'on peut faire aussi à côté. Faut pas oublier d'aller chercher son enfant à l'école parce que il y a une, il y a, ouais, parce qu'il y a une fissure, parce qu'il y a, il y a quelqu'un quelqu'un sur un projet open source qui a demandé de l'aide. Non, non, allez chercher votre enfant avant, et puis vous verrez. Mais non, non, faut trouver l'équilibre, c'est très important. Et tu vois, à ce niveau, je crois qu'on n'a pas cette culture en France. Mais il me semble que dans d'autres pays, et notamment au Royaume-Uni, il n'y a pas du tout cette culture de faire des heures sup, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très mal vu. C'est très mal vu parce que en fait, là-bas, ils ne se basent pas sur du présentéisme. Et en fait, la façon dont c'est perçu, c'est plus que bah, si tu as besoin de faire des heures supplémentaires, c'est que tu n'as pas été assez efficace en fait pendant ton temps de travail alloué normalement. Et du coup, c'est que t'es pas assez compétent. Alors que j'ai l'impression qu'en France, on est plutôt dans une culture où bah, tiens, il faut que tu fasses un nombre d'heures. Et derrière, on va plus faire attention à ta présence, en fait, plutôt qu'à l'impact que tu as eu ou à la quantité de travail, on va dire, que tu as pu abattre, peu importe le temps donné, quoi. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, je sais que c'est le cas au Canada aussi, hein. Je connais moins Royaume-Uni, mais Canada, je sais que c'est le cas. Et qui fait que nous, en fait, on a plus une démarche en se disant, bah, ce qui compte, euh, c'est d'épiler le plus, alors que de coup, dans le sens, c'est se dire, bah, comment on fait pour organiser les journées pour que le travail soit fait. Et donc, bah, il y a un moment, si la journée n'est pas suffisante, c'est là qu'on va avoir potentiellement à recruter des personnes aussi, hein. C'est normal, hein, dans un projet de se dire, on n'a pas suffisamment de personnes pour faire le travail, il faut des personnes en plus. Plutôt que de se dire, finissez à minuit, comme ça on peut finir le travail. C'est pas, c'est pas viable. Ces dernières années, tu as été très actif dans l'open source, tu as énormément contribué. Est-ce que comme ça, tu auras en tête peut-être une contribution dont tu as été particulièrement fier? Je dirais que peut-être déjà la première, parce qu'on se dit, ça y est, on va dedans. Parce que tout à coup, on se confond. Après, je pense que ça dépend. Cette première, ça dépend
quand on l'a fait, moi je l'ai fait, je sortais de quelques mois de bootcamp, j'ai fait une reconversion en 9 mois, je savais pas faire grand-chose, enfin je savais pas faire grand-chose, je savais faire des choses, mais il y a énormément qui était devant moi, quoi. Donc c'est l'opportunité, et puis là, en plus c'était sur un projet d'ingé Angular, là on se met une pression aussi, on fait, et puis on travaille. Mais c'est cool parce que ça permet de rencontrer des gens aussi, des gens qui sont inaccessibles aussi. C'est vrai que la synchrone, il se fait pas parce que moi j'ai décidé de faire de l'open source à 5 heures du matin et l'autre à midi. C'est aussi parce que si à 4 heures du matin et midi, c'est parce que les personnes ne sont pas forcément sur la même fuseau horaire. Moi, ça m'arrivait de travailler à des moments avec des gens qui étaient chacun sur leur continent avec des horaires différents et des cultures aussi différentes. Donc c'est vrai que c'est ça qui est assez intéressant. Mais une dont je suis particulièrement fier, si je pense que c'est Editing Place de Nginx, donc c'est le projet du coup qui ce projet de dire on a des briques, une brique technique qui permet de faire un switch entre l'affichage d'un champ de formulaire et l'affichage du texte qui correspond à sa valeur. Fier pourquoi? Parce que c'est un projet que j'ai fait en 2019 je crois, donc un peu plus d'un an après que j'ai fini ma formation, j'étais assez jeune développeur, hein. Là, cette opportunité qui arrive à moi, avec Nathaniel Basel, quand même, qui est assez connu dans la communauté Angular, qui fait en plus du code très propre. Et pour sortir, finalement, quand j'ai livré, il m'a félicité en me disant j'ai l'impression de lire du code que j'aurais écrit. Donc là, tout de suite, quand il y a un cadre qui dit ça, d'ailleurs, il a la fierté. Bon, je m'étais inspiré du code qu'il avait écrit et qui quelque part était aussi une très bonne chose, hein. C'est-à-dire que l'objectif quand on contribue à un projet, c'est de s'adapter au code du projet. Parce que c'est le mainteneur qui le maintient derrière. Si le mainteneur il a décidé que quand on fait des boucles sur un arrêt en JavaScript, on utilise for each ou plutôt for off, il faut s'adapter à ça. Même si pour nous c'est une pratique, on dit pas la même chose, il faut que le code soit consistant, il faut bien faire les choses. Et du coup, je pense que c'est ça, c'est que alors il y a ce côté félicitations, du coup d'avoir une certaine fierté par rapport à la personne qui remercie, par rapport à l'organisation que j'ai rejoint. Et moi, j'ai découvert énormément de choses. En fait, c'est vraiment une brique technique avec aucun enfin, quasiment aucun HTML. L'HTML qu'il y a dedans, c'est du ng template et du ng container. En fait, ça n'expose pas un champ de formulaire en Material ou en PrimeNG ou n'importe quoi. C'est un ensemble, je crois c'est 12 directives. Alors 12 directives, il n'y a pas besoin d'autant de directives. Pourquoi il y a autant de directives? Parce que ça permet de gérer plein de cas. On veut changer un seul champ, on veut changer un ensemble de champs, on veut changer les gens qui sont dans un formulaire, on veut gérer aussi le fait que est-ce que la valeur change ou pas, quand on passe d'un état à l'autre. Et du coup, c'est plein de directives. Et moi, ça m'a permis, en fait, à ce stade-là, de me rendre compte de toute la puissance, finalement, de l'arbre d'injection dans Angular, avec des directives qui communiquent entre elles, juste parce qu'il y en a une qui est qui est en forme de l'autre de par sa position dans le template. Et j'ai appris énormément. Moi, à l'époque, les directives, et l'injection, c'était juste pour mettre des services. Et puis voilà, les directives, c'était pareil. C'est celles qu'on me proposait nativement en Angular. On crée moi-même. Euh, L'exemple des directives qu'on a quand on découvre Angular, les directives custom, c'est changer un texte en rouge. Ouais. Le cas fonctionnel, on peut en trouver un. Le cas fonctionnel fait que c'est très très limité et que c'est une approche du coup qui est assez limitée. Mais c'est vrai que ça fait déjà des années que c'est le library existe, c'est des années que je me dis il faudrait que je crée un petit contenu pour expliquer du coup tout ce cas d'usage finalement qui est assez intéressant justement sur se dire finalement juste pour switcher entre deux trucs, on a une dizaine de directives qui permettent d'aller faire de la composition derrière sur pas mal de choses. Donc c'est là où c'est intéressant, ça permet de justement découvrir des choses qu'on fait pas forcément en milieu professionnel. Et tu vois, ça me fait penser à un point que tu as déjà évoqué tout à l'heure, mais c'est le fait de savoir s'adapter au projet. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important de savoir faire au fur et à mesure de sa carrière, en fait, parce que même quand tu vas arriver sur un projet, il faut que tes développements puissent s'adapter au contexte de l'équipe, à leur niveau de connaissance. Et alors, bien sûr, même si à chaque fois tu veux faire ton maximum pour avoir la solution la plus efficace, la plus performante et sous différents aspects, il faut aussi garder en tête que
Ben, je pense que tu vas jamais intervenir ad vitam aeternam sur ce projet, et à un moment, tu seras amené à partir. Et donc là, dans le cadre de l'open source, c'est peut-être beaucoup plus court, mais ça reste quand même une compétence qui me semble très importante de savoir prendre suffisamment de recul pour pour trouver en fait le juste milieu entre la valeur que tu peux apporter avec développement, mais en t'adaptant quand même au contexte du projet sur lequel tu vas travailler. Parce que si demain tu étais amené à partir, ou tout simplement que tu étais malade et que tu as mis en place que tu as mis en place des actions sur ce projet, mais que le reste de l'équipe ou les autres membres ne sont pas en mesure de comprendre, d'appliquer et de suivre la même logique, en fait c'est quelque chose au final qui peut complexifier le projet et qui à long terme pourra ne pas le rendre pérenne, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'important à garder en tête. Bah, il y a aussi la façon d'organiser les tâches, de s'organiser soi-même. Aujourd'hui, j'ai une contribution à faire sur un projet, et par exemple, je prenais l'exemple les for each, les for of, c'est vrai qu'il y a une façon qui est plus optimisée que l'autre. Même si j'utilise la moins optimisée, même si celle du projet c'est la moins optimisée, si à un moment je dois faire une contribution qui doit faire qu'on boucle sur quelque chose, j'utilise celle du projet. Par contre, ça veut pas dire que il faut que le projet reste moins performant, mais il faut s'organiser en disant il y a une contribution où je vais utiliser la boucle, et par contre, s'il y a une contribution, si je dois changer du code pour dire je vais changer toutes les boucles, c'est une contribution à part. Comme dans un projet, on ne change pas tout. L'idée, c'est que derrière aussi, la meilleure façon d'explorer un projet et de comprendre comment il fonctionne aussi, c'est de voir son versionning, de voir les commits, de voir ce qui s'est passé. Il faut que ça reste propre. On va pas faire dans un commit, on va mettre un scope qui reste assez limité pour être compris, et on va pas faire des choses dans tous les sens pour faire autant du changement d'HTML, du changement de la CI, et des tests en plus, et plein de choses sur différents scopes différents, différentes features. Et donc ça apprend aussi à s'organiser, à se mettre des limites. Moi j'ai appris énormément. Un des projets que j'ai récupéré en maintenance aujourd'hui, qui était un projet de Dominique N, qui est aussi de Stackbits, qui est un J de Angular, et quand j'ai proposé de reprendre le projet, il m'a fait ouais, par contre je suis assez exigeant, je fais mais je sais, un des premiers projets sur lesquels j'avais contribué, c'était ce projet-là. Du coup que j'ai commencé à contribuer en contributeur il y a des années maintenant. Et du coup j'ai dit bah oui, je sais, parce que moi, je sortais d'école, un gars qui te fait tout un coup qui te fait mais en fait les messages de commit, tu sais qu'il serait bien si je suivais un format, et qu'en plus il serait bien si je suivais le format que moi j'utilise. Bah, t'apprends énormément, quoi, et c'est super cool, quoi. Donc ça t'impose. Tous les projets se ressemblent pas. Il y a des projets qui ont des exigences à différents niveaux, mais c'est vrai que ça te permet d'apprendre énormément des fois quand tu es enfermé sur des projets où tu peux pas explorer, qui sont assez fermés. Là, ça permet d'aller beaucoup plus loin. C'est super intéressant. On a pas mal échangé et j'aurais une dernière question pour toi, Jérôme. Imaginons que demain, tu rencontres quelqu'un qui souhaite commencer en fait à contribuer, qui souhaite commencer à être actif sur des projets open source. Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner, ou peut-être des ressources à partager? Alors, en ressources, d'aller sur GitHub, en tapant, je pense, GitHub open source sur Google, j'ai plus le lien directement. Ils ont des guides de cours sur open source, donc à tout niveau, hein. Comment contribuer, comment maintenir, avec plein de... Et c'est quelque chose en plus qui a été fait avec la communauté, parce qu'il y a même des situations de mainteneurs assez connus dans ces guides, qui sont vraiment très bien faits. Le conseil que j'avais donné, hein, c'est plus facilement aller sur des choses qu'on connaît un petit peu. Alors c'est pas forcément par facilité sur le langage, mais c'est parce que c'est des choses où on voit déjà l'utilité. Et donc c'est plus facile d'y aller. Et parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, même s'il y a des sites de recherche, des choses qui aident pour trouver des issues, on tombe face à l'océan, et c'est compliqué de trouver la bonne opportunité. Je sais que alors ça m'est arrivé du coup d'aller chercher comme ça dans l'absolu. C'était mes premières contributions à Oktoberfest. Oktoberfest, c'est un événement un peu connu pour promouvoir l'open source, qui est bien et pas bien. Qui est bien parce que ça permet de promouvoir, qui est pas bien parce que en fait
C'est quelque chose, alors même s'il est plus mesuré aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait par finalement une organisation tierce à, à tous les projets open source, donc qui fait que ça mène d'un coup plein de contributeurs, c'est bien, mais il faut prévoir tout l'onboarding. C'est ce qui rend un peu compliqué la chose, c'est que les projets sont pas forcément prêts à chaque fois, n'ont pas forcément envie du coup d'avoir tout ce flux qui arrive d'un coup. Et donc j'ai contribué à des trucs mais divers et variés parce que je m'étais dit il faut que je fasse mes contributions. J'ai même contribué du coup à un rénuit sur de la documentation pour une organisation gouvernementale aux États-Unis qui avait un projet open source sur GitHub. Il y a tout, on trouve de tout sur GitHub. Donc, mais derrière, ça dépend si c'est pour se dire tiens au moins j'ai vu ce que c'était, ça peut être bien. Après c'est mieux de se mettre quand même un petit peu des freins en disant je vais dans quelque chose sur lequel je sais que c'est intéressant, je sais que ça va être utile. Ça permet du coup de dire moi j'ai fait quelque chose de sympa et qui fait que ma première contribution open source, elle sera peut-être pas aujourd'hui, elle sera peut-être pas demain, elle sera peut-être pas dans un mois. Faut pas forcément se mettre la pression en disant ouais mais il faut que je la fasse là. Et puis c'est là qu'on va pas forcément trouver. Les opportunités peuvent arriver parce que on va découvrir une technologie, on va s'intéresser sur la documentation. Moi, alors je vais peut-être la réouvrir à la communauté parce que j'ai du mal à trouver du temps dessus, mais une des dernières contributions du coup sur un projet sur lequel j'ai pas encore contribué, c'est Analog.js, qui est un méta-framework pour Angular et qui a sa documentation en Docusaurus, qui est un projet React. Et l'idée, c'est de se dire, pourquoi pas faire la passer en Analog.js finalement. Et donc, c'est de commencer par étapes. Et la première étape étant de faire la homepage. Et du coup, il y a une issue qui dit, faudrait qu'on fasse ça, mais faudrait qu'on fasse ça dans le sens, si quelqu'un veut le faire, il peut prendre une issue, quoi. Il peut prendre la responsabilité de faire la contribution. Et des fois, c'est des choses comme ça qui arrivent, et puis on dit, hop, on y va, pourquoi pas, et on va aider le projet. Il n'y a pas besoin de se dire là je vais pas contribuer à l'API, je vais pas rajouter de fonctionnalités, c'est juste qu'on va rendre l'expérience de la documentation différente pour les utilisateurs. Moi, ce qui m'a fait énormément monter en compétences, particulièrement en Angular, parce que j'avais envie de monter en compétences sur côté Angular, c'est de me dire écoute, à partir d'aujourd'hui, tu réponds aux questions sur Stack Overflow, tu réponds aux questions sur le Discord Angular. Discord Angular, aujourd'hui, je suis modérateur, je suis passé par différents rôles, mais au début, j'étais juste quelqu'un qui s'est inscrit, qui s'est connecté sur le Discord Angular, et je m'étais dit, je réponds aux questions des gens. Mais 90% des questions, je n'avais pas la réponse avant de lire la question. En fait, l'idée, c'était de me dire, je vais apprendre. Comme l'open source, en fait, en même temps qu'en contrement, je vais prendre des cas que je connais pas, alors que je connais pas pour différentes raisons, hein. Soit parce que je suis assez jeune et que je connais pas, c'était le cas, je connaissais pas suffisamment la technologie, soit parce que c'est des cas un peu spécifiques, et sur lesquels, j'ai pas le cas en entreprise, ou sur un projet à moi. Et donc, d'aller comme ça, et même aujourd'hui encore, hein, ça m'arrive des fois quand je dois répondre à des questions, d'aller chercher les réponses sur Google, et j'apprends des choses en même temps. J'apprends des choses parce que, non pas parce que j'ai lu la question, que j'ai trouvé la réponse, mais parce que j'ai fait cet effort d'aller chercher la réponse, de m'intéresser au cas, de voir exactement comment y répondre, et du coup d'apprendre plus que de juste lire toute la documentation Angular en me disant c'est bon, j'ai lu, j'ai appris. J'ai pas cette mémoire photographique. Donc c'est un très bon moyen, voilà. Ça permet, vous aidez quelqu'un, vous aidez vous-même. C'est ce qu'on dit sur les méthodes d'apprentissage. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est finalement d'enseigner soi-même. Et donc en étant dans cette démarche, je prends une question et j'y réponds. On peut se tromper sur le chemin, ça arrive. Moi, je me suis trompé plein de fois. Et puis on rebondit, on va rechercher d'autres choses. Mais ça permet du coup d'aller apprendre. Moi, j'ai un nombre hallucinant de projets sur Stackbit parce que je testais des choses justement pour répondre aux gens. Les gens, ils avaient un problème, je crée un projet Stackbit, je fais le petit truc, et puis ça marche, et puis je le donne en réponse. Et du coup, j'en ai un nombre. J'ai des centaines de projets sur Stackbit, mais sur des petits trucs. Des fois, c'est vraiment une petite syntaxe dans un coin. Super, merci beaucoup pour ces conseils, Jérôme. Est-ce que tu aurais des sites ou des réseaux sur lesquels on pourrait te retrouver, sur lesquels tu partages du contenu ou que des choses que tu aimerais mettre en avant? Ouais, je pourrais repartager ça, oui. En tout cas, pour ceux qui aiment découvrir Angular ou se renseigner, du coup,
On a une chaîne YouTube avec quelques personnes qui s'appelle Angular des France, qui fait finalement des format Meetup mais en ligne, hein, comme ça ça permet à tout le monde de pouvoir profiter de ce savoir-là. Il faudra que je t'invite bientôt d'ailleurs, qu'on s'échange les invitations. Euh, je dirais que principalement aujourd'hui c'est ça. Si vous voulez me trouver rapidement, c'est que vous voulez participer à la communauté Angular aussi, on a le Discord officiel, hein. On a aujourd'hui 40 000 personnes qui sont là pour échanger sur des découvertes, pour poser des questions. Et là aussi, vous pouvez aider, hein. Ça fait partie des moyens de pouvoir contribuer. Vous trouverez tous les liens pour pouvoir retrouver Jérôme en description. Donc Jérôme, merci beaucoup pour ces échanges. C'était super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, même par rapport à l'open source en général, et je te remercie pour ça. Je te dis à bientôt. Salut! Salut!